On va donc aborder le dernier panel qui va débattre du capital investissement en tant que levier de croissance et présenter deux success stories. C'est un panel très diversifié en ce sens qu'il y a des gestionnaires de fonds, des bailleurs de fonds et deux entreprises qui vont donc présenter leur expérience avec les capital investisseurs. Je vais essayer d'introduire les panélistes. Merci. Merci beaucoup, Salma. Donc, on est pratiquement la fin de l'après-midi et c'est le dernier panel, enfin, et après une discussion. Tout à fait. Comme on dit en anglais, last but not least. Donc, ça veut dire que ça sera le meilleur panel de la journée, on l'espère. Alors, le sujet, c'est le capital investissement, levier de création de valeur et success stories. Je pense sur ce panel, ce qu'on va essayer de démontrer, c'est tout d'abord que le métier du private equity et du capital investissement est très différent d'autres métiers de financement et notamment des banques, parce que malheureusement, on a les gens et assez souvent donc les promoteurs nous comparent aux banques, alors que notre apport et notre raison d'être est très différente. Donc pour cela, dans mon panel, on a des gens d'un background très différent, donc des capital investisseurs et notamment deux majeurs opérateurs sur la Tunisie, mais sur toute la région. Il s'agit de Suicorp et de ECP, qui sont deux grandes maisons dans le private equity. Ensuite, on a donc la SFI, qui est une filiale de la Banque mondiale et qui agit, comme vous le savez, un peu partout dans le monde et qui sont très actifs en Afrique du Nord et en Tunisie. Et donc, on a aussi invité deux success stories qui ont été accompagnés par des capital investisseurs. Donc, je commence par Madame Safia Hashisha, qui est à mon extrême gauche. Madame Hashisha, qui est de la société Suicorp. Suicorp est une société, comme je le disais, internationale, donc qui agit sur toute la région MENA et qui commence aussi à avoir une activité en Afrique. Safia a un background en banque d'affaires aux États-Unis et aujourd'hui, elle est une directrice chez Suicorp et dont elle a plusieurs responsabilités, notamment au niveau de l'investissement dans les pays d'Afrique du Nord. Et elle s'occupe aussi de la relation avec les investisseurs. Je lui passerai le mot tout à l'heure pour peut-être dire, si elle se sent obligée de rajouter d'autres éléments sur elle-même et son background. Monsieur Naël Georges Vidal, qui est de ECP. Donc ECP, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est l'un des acteurs de private equity les plus anciens, notamment en Afrique. Ils opèrent depuis très longtemps, ils sont actifs en Afrique, mais aussi sur d'autres régions. Il est basé à Tunis et Naël, donc, qui occupe le poste de directeur chez ECP, s'occupe des investissements. Il nous parlera de quelques exemples de création de valeur, mais aussi de cas, puisqu'ils ont réussi aussi quelques sorties, notamment sur la bourse de Tunis. Je pense qu'il partagera son expérience et l'expérience de sa société dans la région, mais surtout en Tunisie. Alors, Antoine Courcelles-Labrousse, qui est le représentant résident de la SFI en Tunisie, et qui est à Tunis depuis un certain temps, et la SFI, comme je l'ai dit, il en dira peut-être un peu plus, a une activité en direct, donc d'investissement et de financement en direct, mais aussi à travers les fonds d'investissement. Ils sont investisseurs chez nous, Afrique Invest, mais aussi sur d'autres fonds qui agissent sur la région et sur le pays. Et donc Antoine aussi, on a le privilège de l'avoir dans ce panel. Je pense qu'il pourra partager avec nous les expériences de la SFI, pas uniquement en Tunisie, mais en dehors de la Tunisie, et peut-être aussi nous faire quelques recommandations sur comment améliorer le métier du capital risque, capital investissement en Tunisie, et notamment la création de valeur. Monsieur Tahar Belakhdar, qui est président et fondateur d'Esprit. Esprit est une université technologique qui est basée du côté d'El Ghazal, à Haï El Ghazala, et qui a été incubé par Afrique Invest
C'est l'une de nos, je dirais, de nos réussites, mais aussi notre fierté en tant qu'équipe de gestion, mais aussi pour la Tunisie, puisque cette université aujourd'hui produit pas moins du quart des ingénieurs en TIC en Tunisie, avec aussi un facteur de réussite très important, puisque avec un taux d'employabilité, je dirais, de presque 100%. Donc tous les diplômés d'Esprit trouvent un job assez rapidement, pas uniquement en Tunisie. On a même des cas où ces étudiants ont trouvé des jobs dans des multinationales, que ce soit en Tunisie ou en dehors de la Tunisie. Donc c'est un peu aussi la réussite d'une personne qui a passé toute sa vie dans le secteur public en tant que professeur et qui, à un certain moment, s'est dit je pourrais peut-être contribuer encore plus et mieux en mettant en place ma propre entreprise, propre université. Et donc c'était une initiative avec deux autres professeurs très connus, Mohamed Jawa et Nasser Ammar, et il nous en dira un peu plus de comment il a vécu donc ce mariage entre 3 sponsors et un fonds d'investissement. Et il partagera avec nous la réussite de sa boîte qui aujourd'hui est un fleuron donc de l'enseignement antique en Tunisie. Monsieur Dhafer Berchid, qui est président directeur général de Axe Finance. Axe Finance étant une boîte d'édition de solutions en risk management. C'est une boîte qu'il a créée en 2004 et une boîte aujourd'hui qui agit surtout en dehors de la Tunisie. Donc il a une équipe d'ailleurs qui est assez diversifiée avec des backgrounds différents mais aussi des nationalités différentes. Et c'est une boîte aussi qui a été accompagnée par un acteur en private equity, ACP, qui sont présents ici. Et on a aussi souhaité l'inviter pour qu'il partage un peu avec nous quels sont les facteurs qui ont fait que la mayonnaise prenne et que ce fonds l'accompagne et le fasse passer d'une étape à une seconde. D'après ce que j'ai compris, ACP est déjà sorti du capital, donc ils ont accompli leur mission. Et je pense que ça a été une relation de win-win entre ACP et Axe Finance et les sponsors et les fondateurs de Axe Finance. Voilà, donc un peu pour les présentations qui sont un peu longues. Je vais commencer par ma première question. Alors, on parle de levier de création de valeur et de success stories, mais malheureusement, ce que tout le monde dit et répète, et quand on écoute un peu les médias, tout le monde est en train de se plaindre des capital risqueurs, des capital investisseurs, comme quoi on ne fait pas notre métier de financement, comme quoi aussi on est des rapaces, qui ne sont pas là quand les choses se passent mal. Et j'en passe d'un peu de slogans ou de discours qu'on entend surtout de la part je dirais, de certains promoteurs, de certaines sociétés, et c'est un peu une idée qu'on entend assez souvent. Donc je souhaiterais peut-être avoir la réaction de Safia Hashisha de Suicor par rapport à ce point. Et donc je te passe la parole, Safia. Merci Zied. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a cette perception du private equity. Je pense que, comme un peu partout dans les marchés émergents, c'est une industrie qui est relativement nouvelle et je pense qu'on a parlé en début de journée, c'est un taux de pénétration très très faible de l'économie, donc peu connu. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, moi je suis ravie que la TIC se soit organisée de la manière dont elle est et qu'elle monte en puissance dans sa structure et son organisation, parce que je pense qu'un des premiers éléments, c'est justement de faire beaucoup de communication et d'éducation sur ce qu'est le private equity. Et c'est d'autant plus vrai dans les marchés émergents, mais même quand on est dans les marchés occidentaux où le private equity est beaucoup plus développé, il y a beaucoup de ça qui est fait. Vous ouvrez le Wall Street Journal et vous entendrez parler de fonds vautours, rapaces, qui font trop d'argent, etc. etc. Mais en réalité, en fait, c'est un partenaire financier, le capital risqueur. Et au contraire, tu disais tout à l'heure, Zied,
qu'on nous reproche de peut-être ne pas être là quand les choses vont mal, mais justement c'est un peu au contraire ça fait partie des points du pitch quand nous allons voir des entrepreneurs pour discuter d'un partenariat éventuel, c'est que contrairement à la dette qui est nécessaire, nous sommes là pour le meilleur et pour le pire. Donc nous prenons au contraire plus de risques et ça fait partie justement des leviers de création de valeur parce que ça permet à l'entrepreneur de voir les choses en plus grand, de prendre plus de risques, d'avoir cet appui financier de quelqu'un qui est prêt à perdre ses jetons avec eux et qui donc mettra beaucoup plus du sien pour que justement ces jetons ne soient pas perdus mais plutôt fructifiés. Merci, merci Safia. Tout à fait. Enfin, je pense aussi, c'est un peu le rôle de la TIC, comme tu l'as dit, mais aussi notre rôle de vulgariser un peu notre métier et que les gens sachent exactement ce qu'on réalise, parce que, encore une fois, je pense qu'on n'est pas uniquement des apporteurs de fonds. Et je pose la question à Naël pour nous parler un peu du type de valeurs qui sont créées par des capital risqueurs, des capital investisseurs comme ECP. Oui, mais merci. Juste avant, je pense qu'il y a, pour rebondir sur ce que disait Safia, en fait, il y a deux choses ou trois qui sont importantes. La terminologie en fait qu'on emploie souvent, je pense si on souhaite vulgariser ou démocratiser enfin un peu la notion de private equity est importante parce que le panel précédent, par exemple, on a parlé de capital risque et pour le coup, je pense que c'est important. Là, on parlait de capital investissement, donc on a un peu l'impression qu'on parle que de nous. Quand on parle de capital risque, on parle tout de suite finalement de risque partagé avec un partenaire, un entrepreneur, donc on parle de partenariat. Et du coup, je dirais qu'on se singularise probablement d'autres acteurs financiers qui amènent d'autres produits de financement. La deuxième chose, c'est qu'on a parlé au panel précédent de capital développement. Et du coup, probablement dans d'autres marchés qui connaissent des situations économiques différentes que celui de l'Afrique ou de l'Afrique du Nord en particulier ou la Tunisie, on est effectivement sur des modèles de capital investissement où les gens sont peut-être plus en train d'essayer de créer de la valeur par de la réduction de coûts, par de l'optimisation financière, alors que je crois que la chance qu'on a encore sur le continent africain, c'est de bénéficier d'une dynamique de croissance, et pour le coup le capital investissement est essentiellement du capital développement, et ce capital développement est par nature porteur de création de valeur, parce que c'est l'objectif de tout le monde. Et la valeur doit être partagée dans la société avec les partenaires actionnaire. In fine, pour arriver à quelque chose de très important pour notre industrie, qui sont les retours pour nos investisseurs, qui une fois qu'ils sont contents des retours, nous redonnent de l'argent et le cycle vertueux peut de cette manière continuer. En termes de levier de création de valeur, il y a aussi eu quelques bons débats ou quelques bonnes idées évoquées au panel précédent. Typiquement, quand on regarde une société souvent matérialisée par des projets et un business plan, je pense qu'il ne faut jamais oublier que derrière ça, on parle de marché, donc on parle de croissance, on parle d'expansion ou dans un pays, ou d'expansion ou dans une région, ou sur tout un continent, donc, en l'occurrence l'Afrique. On parle d'hommes, parce que le business plan ne se réalise pas juste avec un fichier Excel. Donc les leviers de création de valeur sont dans l'information, donc il faut améliorer tout ce qui sont les systèmes d'information qui permettent d'avoir une meilleure prise de décision. Typiquement sur un investissement comme celui qu'on a réalisé en Tunisie sur SAH, une des premières choses qu'on a fait, c'est d'installer un ERP. Cet ERP a permis de changer grandement la donne, où avant on prenait probablement 6 mois pour récupérer l'information et on avait 10 minutes pour prendre une décision stratégique, alors qu'avec un ERP, on a éventuellement 10 minutes pour avoir l'information et 6 mois pour prendre une décision stratégique. C'est complètement différent pour l'entrepreneur d'avoir ce temps de réflexion, ce temps de décision. La deuxième chose, c'est aussi, je dirais, les ressources humaines dont on a parlé. Savoir apporter les bonnes ressources, les bonnes compétences dans une entreprise pour permettre son développement, apporter de l'expertise opérationnelle, de l'expertise stratégique. Et donc là aussi, un levier de création, c'est parce que si nous ne sommes pas des sachants dans tous les domaines, on peut imaginer qu'un entrepreneur ne l'est pas non plus dans tous les domaines. Il peut connaître très bien une partie ou son métier ou certains domaines,
Et donc il faut lui donner l'opportunité d'avoir d'autres éclairages, d'avoir des expertises poussées lorsqu'il s'aventure dans des projets spécifiques ou des développements spécifiques. En termes de levier de création de valeur, je dirais que le mot un peu générique de gouvernance a été évoqué tout à l'heure, mais il est vrai. Lorsqu'on crée des comités stratégiques, lorsqu'on donne l'opportunité à un entrepreneur de prendre un peu de hauteur en recrutant des directeurs généraux, des directeurs opérationnels, en apprenant à déléguer, tout ceci allié à effectivement une modification de la gouvernance, on lui permet aussi, plutôt que de se focaliser sur le quotidien 24 heures sur 24 et d'oublier finalement la vision à long terme sur les 2 années, les 5 années sur lesquelles il doit créer de la valeur, en lui donnant cette hauteur de vue et cette possibilité de consacrer son temps à ça, on optimise le développement de la société et la création de valeur. Je dirais, je vais m'arrêter là, mais comme dirait un ami, en 24 secondes ou en 24 heures, on peut en parler. Merci beaucoup, Naël. Je vais passer à... Je reviendrai vers toi, Antoine, tout à l'heure, pas tout de suite. Je vais passer à Monsieur Belchit Laffer, et qui, comme je l'ai dit, donc est une success story. Et je souhaiterais que tu partages avec nous un peu quel a été l'apport d'un capital risqueur, capital investisseur dans ton capital, enfin dans la société, à part donc l'apport en fonds, comme je l'ai dit. Et donc, je dirais de parler un peu des points positifs, et puis aussi, s'il y a des critiques à faire, on est preneur. Merci Zied. Je vais peut-être prendre un petit moment pour raconter un petit peu l'histoire d'Axe Finance très brièvement. On a commencé en 2010 en tant que société de conseil, cabinet de conseil classique. Donc une activité qui est pas trop demandeuse de consommatrice de capital. On s'est développé moyennement, normalement je dirais. Au bout de quelques années, on a décidé de changer un peu de fusil d'épaule, de stratégie, et de passer, donc de par mon background personnel, je viens du monde de l'édition, donc avant de fonder Axe Finance, j'ai fait beaucoup d'éditions de logiciels. Donc j'étais salarié chez des éditeurs en Tunisie et en Europe. Donc je voulais absolument virer vers ce mode vers ce business model qui me paraissait beaucoup plus pérenne et beaucoup plus intéressant pour moi à titre personnel. Donc j'ai décidé de faire ce move. Bien évidemment, ça passe d'un modèle peu consommateur de capital à un modèle très consommateur de capital où il faut investir énormément avant de commencer à récolter un petit peu les fruits. Donc j'ai sous les conseils j'avoue que j'étais pas très cultivé dans le domaine du capital, donc de la levée de fonds, de choses comme ça, donc sous les conseils de gens proches, je suis allé sur le marché pour essayer de lever du capital et pour être accompagné dans cette transformation de l'entreprise. Donc c'est là où j'ai fait appel à ACP, au fonds d'investissement, un des fonds gérés par ACP, qui a investi en fin 2011, début 2012. Donc ce que je cherchais, c'était du capital, mais pas seulement du capital. Ce que je cherchais, c'était de sortir un petit peu de cette solitude de l'entrepreneur, dont j'étais content de me défaire, on va dire. J'étais content d'avoir un accompagnement, d'avoir un conseil d'administration, de devoir faire une trésorerie prévisionnelle, chose que je ne faisais pas. Je faisais les choses un peu au feeling, d'être obligé de mettre en place une organisation avec un responsable financier. Donc j'étais parti d'une entreprise un peu personnelle qui se développait tant bien que mal, mais qui
mais qui n'avait pas de scalability, de marge de progression, on va dire. Donc je cherchais ce type d'accompagnement. Avoir un institutionnel dans le capital m'a beaucoup aidé dans l'image de l'entreprise, c'est-à-dire quand donc on opère essentiellement au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne, maintenant en Europe, et en Afrique du Nord, donc Tunisie, Algérie, Maroc. Ce qui était très intéressant, c'était d'avoir dans le capital, on était inconnu, petite entreprise qui va aller aux Émirats Arabes Unis essayer de vendre un logiciel. Il fallait se justifier, il fallait vendre la sauce, le fait d'avoir un institutionnel dans le capital de l'entreprise était un critère parmi d'autres qui renforçait un petit peu l'image de l'entreprise. Donc ça c'est pour les aspects image externe. Et pour l'image interne, donc aussi bien auprès des salariés existants, mais aussi auprès de nouvelles recrues stratégiques qu'on a eu à faire. Quand on va recruter quelqu'un et qui sait qu'il y a un investisseur institutionnel qui nous a fait confiance, c'est un peu un label qu'on a et qu'on vend finalement, et qui nous permet de donner cette image de stabilité, de pérennité, et on en a bien profité, j'en ai profité. Vous pouvez même pas vous imaginer combien j'ai profité de ça. C'est aussi un investisseur dans le capital, c'est aussi un épouvantail. Quand on veut prendre une décision et la faire prendre par quelqu'un, alors mes investisseurs ne savent pas, mais j'ai pris des décisions pour eux, mais en leur nom, en disant que c'est eux, que je ne peux rien faire, aussi bien auprès de clients que de prospects. Est-ce qu'on peut avoir telle condition dans le contrat? Ben non, mon board m'interdit de faire ça. Donc ça c'est un peu l'anecdote pour dire que l'image de l'institutionnel dans le capital est très importante. La présence est très importante pour l'image. Et chacun après ça dépend des domaines. Dans notre domaine j'en ai bien profité. Il y a certainement d'autres avantages. Très bien, on y reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup, Dafer. Je vais poser peut-être la même question à Sitar. Votre histoire est un peu différente. Donc, qu'est-ce qui vous a amené, après tant d'années de loyaux services à l'éducation tunisienne, à passer au privé et à mettre en place donc cette très belle initiative et ce très beau projet? Merci Ziad, mais c'est certainement pas pour faire une affaire. Je suis d'une famille politique très grave qui criminalise le capital. Et donc je n'ai rien à voir dans ce panel. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'appartiens toujours à cette famille. Et donc, pourquoi je suis ici, c'est par réaction à mon administration que je pense et que je continue à penser qu'en matière d'enseignement supérieur et d'éducation, c'est elle et elle seule qui doit avoir la responsabilité d'offrir aux jeunes Tunisiens ce qu'il lui faut pour qu'ils soient aussi bien formés que nous l'avons été. Mais malheureusement, la Tunisie, qui a pris une option politique très très importante lors de l'indépendance, et nous, nos générations, en ont profité lourdement. Au jour d'aujourd'hui, avec la massification de l'enseignement supérieur et de l'éducation, et la masse financière étant pratiquement la même, tout le monde sait où nous en sommes arrivés au jour d'aujourd'hui. Un indicateur des 250 000 diplômés de l'enseignement supérieur qui sont au chômage et qui ont donc, là d'attendre de faire un emploi, ils ont initié une révolution en pensant qu'à l'issue de cette révolution, tout le monde va avoir un job. Et c'est là où mon chemin a changé de bifurcation au moment où j'étais parti à la retraite. Je voulais revenir au fait à mes montagnes. On m'a obligé de fréquenter l'école à l'âge de 10 ans. J'étais un petit berger et turbulent et on m'a envoyé à l'école malgré moi. Et j'ai rencontré des hommes et des femmes
sur mon chemin qui ont fait en sorte que je sois devant vous aujourd'hui. Et c'est grâce à cet ascenseur social que la Tunisie a eu et qui nous a permis d'être tous à égalité pour pouvoir saisir chacun sa propre chance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que des financements très lourds qui étaient pris par la Banque mondiale ont permis de monter notre université. Et on a fait des réformes assez importantes pour améliorer le rendement de nos universités. Mais malheureusement, l'administration qui contracte ces crédits, je me suis aperçu qu'elle n'a aucun sentiment vis-à-vis de cet argent, puisque c'est l'argent du public. Et le public, c'est un secteur où tout le monde s'essuie les pieds, pensant que cet argent n'est pas le sien et que nous avons un terme tunisien qui s'appelle bilik. Et donc, on fait avec ce qu'on peut et surtout on tire son propre business de ce bilik et ça ne nous a pas permis d'avoir une société solidaire. Et tout cela, ça nous a encore révoltés. Et mes camarades, Mohamed Jaoué et Nasser Ammar, ils m'ont dissuadé, ils m'ont dit au lieu de rentrer dans vos montagnes et monter un troupeau de moutons, transformer ce projet plutôt en une école d'ingénieurs avec un troupeau d'étudiants. Voilà la motivation de mon projet. Et donc, on a fait un business plan sur une page. Et sur cette page, il y a tout est dit. Combien on va avoir d'étudiants, quels sont les frais d'inscription, quelles sont nos dépenses et comment on va tourner cette boîte. Et lorsqu'on a été avec ce petit business plan voir nos amis banquiers, tout le monde nous a rigolé au nez. Comme ils nous respectaient un petit peu, ils ont dit quand même, c'est un peu plus compliqué que cela. Et nous vous conseillons de ne pas vous aventurer dans ce secteur, qui est l'enseignement supérieur privé. C'est un secteur qui est catastrophé. Et nous, en tant que banquier, on ne mettra pas un copec. Voilà donc quelle était ma première expérience avec réunir un peu d'argent. Et ils nous ont dit, si vous avez quelque chose à mettre en hypothèque, prenez un crédit. Notre projet a pris de l'aile pendant 2 ans, on travaillait dessus. Et je vous dis, c'est grâce à des amitiés, au fait, vous allez voir après que ces affaires que nous montons, alors qu'on n'est pas dans le monde des affaires, in fine, ce n'est pas l'argent en fait qui est très important. Ce sont les hommes et les femmes qui portent le projet et qui, si ils sont en symbiose, il y a des choses qui sont miraculeuses qui peuvent s'opérer pour monter des affaires. Et c'est notre cas. Un jour, dans un séminaire de la TUJ, on avait rencontré le patron de Tuninvest et il nous a dit mais je pense que vous avez un projet que vous voulez financer, qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai dit, on fait toujours de sur place. Et ils nous ont proposé d'aller manger quelque part en banlieue nord. Et la première question qu'ils m'avaient posée, c'est la question qui vous coupe l'appétit. Votre secteur ne marche pas. Vous voulez y aller. Comment vous allez nous convaincre que c'est avec vous ça va marcher? Et vous voyez donc tout le repas commençait à se dérouler. J'avais un excellent discours. J'essayais de le bluffer. Comme ils étaient jeunes et qu'ils m'aimaient bien, ils se sont laissés attraper à mon histoire. Et j'ai compris d'ailleurs pourquoi ils se sont laissés avoir. Parce que je pensais demander un argent fou. Et au fait, c'était des clopinettes par rapport aux sociétés capitalistes. Et moi, pour moi, c'était beaucoup d'argent. On a réussi à commencer un business plan dont l'auteur est en face de moi. Et il nous a fait voir de toutes les couleurs. Il nous a passé pendant 3 mois, 4 mois à nous faire ce business plan. La page est devenue un bouquin auquel on ne comprenait rien. Et chaque fois qu'il nous disait ceci, oui, d'accord, évidemment, tout ce que vous le dites, on va le faire. Et il se rappelle très bien comment ça a très mal démarré dès le démarrage. Très mal démarré parce que nous, on était dans le métier. 40 ans de travaux avec le public, ça nous a donné beaucoup de savoir-faire. Et eux, ils vous demandent, leur job, c'est faire de l'argent. Et on avait commencé un mois de juillet, je me rappelle, on a pris un bâtiment pour le transformer en école. Et tout le monde avait dit, tout le monde, je prends un témoin Khaled Djilani, tout le monde avait dit, y compris les grandes entreprises, que ce bâtiment industriel ne sera jamais prêt pour pouvoir monter une école d'ingénieurs en
en 2 mois. Et le challenge a commencé à ce moment-là. Donc il fallait faire tout pour qu'au mois de septembre, on démarre cette école d'ingénieurs, ce qui a été fait. Et c'est surtout le montage financier, comme on ne comprenait rien en finance, ils nous ont dit, à vous trois, c'est pas suffisant. Est-ce que vous ne pouvez pas faire venir vos petits copains, chacun va mettre un petit quelque chose. Et du coup, les 3 se sont transformés en plus de 100 universitaires. Nous avons créé un système économique qui a échoué lamentablement en Tunisie, le lendemain de l'indépendance, c'est les coopératives. Nous avons monté une coopérative qui a réussi. Et elle a réussi, vous allez voir, grâce à quoi? Grâce à comment nous avons accompagné. On a été voir nos collègues enseignants, on a fait leur poche, au fait. Et chacun nous a donné 1000 dinars. Nous qui étions les plus riches dans cette opération, moi surtout, toutes mes économies, j'ai mises dans ce capital, c'était 5000 dinars, c'est tout ce que je possédais. Et voilà une société qui démarre avec, je crois, 1 million de dinars à l'époque, on a débloqué 250 000 dinars. Et là où nous avons réellement appris, et heureusement que les sociétés capitalistes qui étaient avec nous, c'est qu'on pensait que l'opération était très facile. Et que tout le monde, connaissant nos expériences réussies dans le public, il allait être très nombreux à frapper à la porte de notre école. Non, on a démarré tout simplement avec 30 étudiants. Et la prévision de Tuninvest, c'était 4 années de déficit. Et ce déficit, si on n'avait pas pris des associés qui savaient gérer le déficit, je ne serais pas encore ici pour pouvoir parler de cette aventure. Donc ils ont fait les levées de fonds avec une autre société capitaliste qui s'est associée. On a été voir des sociétés dans les nouvelles technologies comme GlobalNet, Sotetel, Omniacom. Tout le monde a mis un peu d'argent. Et donc c'est une société anonyme qui a été créée où personne n'est propriétaire. Moi, je suis le propriétaire spirituel. À l'époque, j'avais 4%. Voilà, donc, et avec ces 4%, ils m'ont donné tous les pouvoirs. Je veux témoigner au jour d'aujourd'hui, contrairement aux idées qu'on développe par rapport au capital risque, ils nous ont fichu la paix jusqu'à maintenant, en ce qui concerne notre métier. Mais ils nous ont accompagnés pour que on ne se plante pas financièrement. Et à chaque fois qu'on avait besoin justement de leur soutien, ils faisaient tout le travail qu'on ne sait pas faire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Puisque très modestement, je vous le dis, vous ne pouvez pas me croire, c'est votre problème, je ne sais pas lire un bilan. Et donc on me le lit pour moi lorsque je fais le bilan en fin d'année. Et moi je regarde les yeux de mes associés. Si je trouve qu'ils sont très contents, je sais que ça marche. Puis pour le reste, moi l'argent, ça ne me cite pas beaucoup. L'argent n'est utile vraiment que si on crée avec de la valeur. Et j'ai adoré ce projet. J'en suis devenu un fou. J'ai rendu mes amis, mes associés encore plus fous que moi. Pour vous la résumer très rapidement, à partir de ces 30 étudiants en 2003, aujourd'hui, on est à peu près 5000 étudiants. Chose que je n'arrive pas à croire moi-même. Et chaque année, nous faisons un concours pour pouvoir recruter 600-700 étudiants. On a chaque année plus de 4000 candidats. C'est vous dire qu'il y a un besoin énorme pour les jeunes Tunisiens de ce type de produit qui a pris comme philosophie que ce n'est plus l'enseignant de l'enseignement supérieur qui est au centre de l'intérêt de la société, c'est plutôt l'étudiant qui est le centre de l'intérêt de l'école. Et notre seul client, c'est l'entreprise. Nous roulons pour l'entreprise et nous essayons de donner les compétences nécessaires à l'entreprise dès le moment où elles nous sont indiquées par l'entreprise. En termes de finances, les résultats qui ont été obtenus dernièrement nous ont aussi abasourdis. Nous, en tant que promoteurs de cette institution, on pensait qu'on allait être si riches pour prendre les parts de nos amis des sociétés capitalistes. Mais lorsqu'ils avaient fait le calcul économique et qu'ils nous ont dit à quel coût il allait nous le vendre, on s'était évanoui tout simplement. Parce que jamais
on aura cet argent. Et du coup, on avait des gens qui ont pas mal d'argent, se sont présentés pour être associés avec nous. Maintenant, nous avons Proparco qui détient à peu près 12% du capital. Et nous avons appris donc à être de grands associés avec les finances et des projets qui se présentent aujourd'hui, aussi bien pour la Tunisie que pour l'Afrique subsaharienne. Vous n'avez aucune idée des besoins qui s'offrent aujourd'hui au monde des finances pour pouvoir des investissements dans le monde de l'enseignement supérieur. Ben, je vous le dis et je le sais, et si jamais un jour vous avez un peu d'argent à faire mettre dans une mise, concurrencer la Banque mondiale, parce que c'est elle aujourd'hui qui a cru, grâce d'ailleurs à Bourguiba, que le meilleur des investissements, c'est lorsque on met beaucoup d'argent pour la formation des ressources humaines. C'est la Tunisie qui a commencé à convaincre la Banque mondiale, et aujourd'hui, ils ont un excellent département qui supporte un peu ces activités. Alors, les financiers, on vous demande de mettre un peu la main dans la poche pour pouvoir supporter ce secteur d'activité. Vous m'excusez d'avoir été lent, et c'est ma passion que je vous raconte. Si ma passion ne vous dit rien, je m'excuse d'avoir été un peu ennuyeux. Non, je pense que... Non, bravo pour ces réalisations. Je pense que tout le monde est sensible à ce que vous avez réalisé. Et il y a d'autres aussi success stories dans ce secteur, et on pense vraiment que c'est un secteur très porteur où la Tunisie a sa place à prendre. Je passe à Antoine donc de la SFI. Sur ce panel, on a peut-être malheureusement invité uniquement des financiers ou des capital risqueurs globaux, internationaux, mais quid des fonds locaux, des fonds monopays? Comment faire pour attirer des investisseurs dans des fonds monopays, sachant que la plupart des membres de l'ATIC, c'est des fonds, des SICAR, des sociétés de gestion qui ne ciblent que la Tunisie. Donc comment le faire, ou bien quelles recommandations tu aurais pour faire évoluer les modèles qui existent en Tunisie et en faire peut-être des fonds qui agissent sur une géographie un peu plus grande? Merci Ziad. C'est une question un peu difficile pour moi à répondre, parce que je dirais que nous, notre approche, c'est de plus en plus encourager, notre évolution. D'abord, la SFI, qui est une institution sœur de la Banque mondiale et non pas une filiale, a été un peu, un champion du private equity, du capital investissement. Dans les années 90, on a beaucoup contribué à la création et au développement du capital investissement dans les pays émergents. Dans les années 80, on a beaucoup contribué au développement du crédit bail. Et ensuite, à partir de la fin des années 80, début des années 90, dans beaucoup de pays émergents, on a contribué à la création des premiers fonds d'investissement. Et je me rappelle, quand je suis rentré à l'SFI au début des années 90, c'était vraiment le truc très porteur. Et d'ailleurs, à cette époque, on a ensemble contribué à la création du premier fonds tunisien, Tuninvest, qui était un fonds pays. Mais comme tu le sais également, Ziad, après 3, 4, 5 ans de vie de ce fonds, quand il s'est agi de faire un deuxième fonds Tunisie, on a assez rapidement pensé ou suggéré d'élargir le fonds à la région Maghreb. Et donc, ensemble, à l'époque, on a créé le premier fonds Maghreb, Afrique du Nord Maghreb. Et depuis, c'est devenu un petit peu, je dirais, notre modèle. Donc, d'investir sur des fonds régionaux plus que des fonds pays, parce que ça permet d'abord d'atteindre une certaine taille critique pour pouvoir lever des fonds relativement importants qui puissent générer des revenus et des revenus suffisants pour attirer des gestionnaires de fonds, et aussi pour pouvoir croiser, pour pouvoir prendre le meilleur dans chaque secteur dans une région assez large,
et pour pouvoir aussi croiser des expériences, parce que c'est aussi une des valeurs ajoutées des fonds, c'est de pouvoir apporter une connaissance régionale, sectorielle, etc. Alors ensuite, comment il faut, malgré tout, il faut quand même avoir des fonds pays. Le problème des fonds pays, c'est pouvoir atteindre une taille critique pour avoir un pipeline, enfin un volume d'affaires suffisant pour pouvoir vivre, entre guillemets. Alors, je pense que, par exemple, dans le cas de la Tunisie, il y a encore un gros besoin de développer des fonds qui iraient dans des plus petites sociétés, donc pour prendre des tickets plus petits. Alors là, on se confronte au problème. C'est-à-dire quel ticket, quel niveau? Je dirais des tickets entre 100 000 et 300 000 dinars. Mais pour ça, pour pouvoir rentabiliser le business model, alors vous savez tous que le coût de transaction est élevé et il est souvent plus élevé pour des petits tickets avec des sociétés qui n'ont pas forcément la sophistication de plus grandes sociétés. Donc, c'est vraiment un peu la quadrature du cercle, ou comment trouver le modèle qui permette, entre guillemets, d'industrialiser et de systématiser et de prendre des décisions d'investissement plus rapidement. Et on cherche tous ce Graal. Et on a fait beaucoup d'expériences dans beaucoup de pays, de fonds PME, et finalement, on a trouvé assez peu d'exemples de tels fonds qui ont réussi. Mais je pense qu'il faut se rapprocher de fonds qui seraient intermédiaires entre le fonds propre, tel que nous les connaissons, et le crédit bancaire. Le crédit bancaire à la grosse PME, mais un crédit bancaire qui serait fait, pas comme il est fait en Tunisie actuellement, sur une base beaucoup plus automatisée et beaucoup plus rapide, sur la base de scoring, etc. Et donc, pouvoir avoir des fonds de quasi-fonds propres, de prêts participatifs, avec des modèles très standards, qui permettent de traiter beaucoup de transactions sur un modèle très très standardisé pour réduire le coût de transaction. Et on a toujours un exemple de ce qui a été fait en Afrique du Sud avec Business Partners. Et je pense que c'est ce genre de modèle qu'il conviendrait de développer plus en Tunisie. Bon, bien sûr, les fonds d'amorçage aussi. Et là, on se retrouve aussi avec la problématique petit ticket dans de l'equity, donc problème éventuellement de rentabilité. Donc là aussi, sur ces fonds-là, il faut savoir aussi intéresser d'autres types d'investisseurs qui soient moins des financiers, enfin pas purement financiers, mais plus avec une logique PPP où on peut faire un mix, un blend entre des fonds relativement soft, et puis des fonds plus financiers pour pouvoir aller. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de besoins en Tunisie pour ce genre de fonds pays. On peut aussi avoir, comme on l'a entendu plus tôt aujourd'hui, des fonds spécialisés, comme les fonds TIC. Là aussi, c'est un mélange. Bon, il y a quand même de l'argent public derrière, l'argent qatari, l'argent koweïtien. Il n'y a pas forcément derrière une logique purement financière. Et donc, mais ils ont leur rôle et ce genre de fonds peut fonctionner sur des secteurs où il y a une bonne connaissance du secteur et où on peut mixer des fonds publics et des fonds plus privés. Merci Antoine, tout à fait. Enfin, je pense que le cas de Business Partners qui a été une réussite en Afrique du Sud est quelque chose à faire en Tunisie. Malheureusement, le fait que notre métier soit très régulé et qu'on ne nous permette pas d'agir à travers différents instruments, enfin c'est surtout du capital, ce que les autorités souhaitent qu'on fasse. J'espère que après cette conférence, enfin les autorités auront l'oreille et qui feront conjointement avec nous évoluer un peu la réglementation afin de permettre ces fonds hybrides qui
puisse faire de l'equity, de la mezzanine et même de la dette, enfin, parce qu'il faut mettre en place plusieurs instruments pour pouvoir assister une société, une entreprise, afin de pouvoir suivre son développement aussi, parce qu'il y a pas mal de contraintes en termes de rentabilité, en termes aussi de ownership, donc de combien le sponsor est prêt à céder dans sa boîte, et tout ceci est important. Et si les autres pays l'ont fait, c'est que ça a du sens. Donc nous, on s'étonne par rapport aux régulateurs tunisiens, pourquoi ils résistent encore à limiter combien d'obligations convertibles, enfin le taux d'obligations convertibles qu'on souhaite faire, etc. Bon, malheureusement, enfin on espère, je vais être quand même positif pour dire qu'on espère les choses vont évoluer, et afin de nous permettre ce matin tu n'étais pas là Antoine, mais Karim, le président de l'ATIC, disait qu'il y avait une dry powder, enfin des fonds disponibles à investir d'un montant assez important, c'est de l'ordre de 250 millions de dinars. Donc, mais si ces fonds ne sont pas investis, c'est à cause des contraintes qui existent, et le but de cette conférence aussi, c'est de faire évoluer les choses. Merci en tout cas Antoine. On dit qu'il n'y a plus beaucoup de temps, et je souhaiterais vraiment passer au Q&A, mais avant de faire ça, je vais poser une question à Safia pour lui demander si aujourd'hui, donc Suicorp, je pense, est passé peut-être d'une stratégie uniquement fonds régionaux aussi à un fonds local ou des fonds locaux, et enfin, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Est-ce que c'est une stratégie ponctuelle, ou c'est quelque chose que vous allez continuer dans le temps? Oui, en effet, on a décidé il y a à peu près 1 an et demi de lever un fonds pour investir dans le secteur touristique en Tunisie. Et c'était une première pour Suicorp, parce que jusque-là, en effet, nous n'avons eu que des fonds régionaux. On a investi un peu partout nous avions des fonds qui investissaient sur toute la région MENA, donc plus de 23 pays, en investissant du Maroc jusqu'en Arabie Saoudite, en passant par le Levant. Le fonds tourisme en Tunisie, c'était un peu conjoncturel. On pense que c'est un secteur où il y a beaucoup de potentiel, et où c'est le moment d'investir. On pense qu'il y a beaucoup de création de valeur à faire dans ce secteur-là. Maintenant, il est vrai, je rejoins un peu ce que disait Antoine. C'est une industrie où il y a beaucoup d'économies d'échelle, disons, et puis il y a aussi la diversification de risques. Et puis, en fait, la problématique se pose, et au niveau de l'opportunité, on en est convaincu. Et je pense qu'on peut dire ça pour plusieurs autres secteurs, que ce soit en Tunisie ou dans d'autres pays, pour faire des single country funds. Mais par contre, pour des raisons de risque, souvent les investisseurs sont un peu réticents. Et dans nos régions à nous, c'est vrai que la première audience pour les investisseurs, ce sont les DFIs. Donc que ce soit la Banque mondiale, la BERD, la BEI, on les a vus un peu aujourd'hui ici, la BPI et autres. Et ils sont assez réticents à l'idée d'investir dans un seul pays. Encore une fois, c'est une question de diversification de risques. Et encore moins dans un seul pays, un seul secteur. Donc il y a des challenges, c'est un fait, de ce côté-là. Mais si on regarde dans d'autres pays, ça a été fait, et ça a été fait avec succès. Et je pense qu'une fois qu'on arrive à rassurer les investisseurs sur le côté diversification de risques et le fait qu'il y ait assez de profondeur dans ce pays-là, dans ce secteur-là, je pense qu'il y a des niches comme ça qui peuvent être très porteuses. Donc voilà, quant à Suicorp, on n'a pas une stratégie précise d'être régionaux ou monopays ou autre. On étudie des opportunités, et quand on pense qu'il y a une bonne opportunité, on la poursuit. Ça peut être dans un seul pays, ça peut être dans deux, ça peut être sur un continent. Là, on est sur une levée de fonds d'un fonds africain, panafricain. Donc, on regarde vraiment là où on pense qu'il y a une opportunité. Merci beaucoup, Safia. Je souhaiterais vraiment passer à une séance de Q&A. Je pense que c'est bien que ça soit interactif. Donc, je voulais dès le début vous suggérer de préparer 5 à 6 questions qui seraient posées à nos panélistes. Donc, Karim, tu en as déjà une? Oui, j'ai une question comme ça, en entendant M. Courcelles-Labrousse. Oui.
Alors, en entendant M. Courcelles-Labrousse, donc déjà, vous avez parlé donc du modèle de business partners. En fait, en Afrique du Sud. Donc, en fait, ça, c'est un modèle qui est très intéressant de financement en fait de lifestyle business. Donc, c'est des modèles de financement qui peuvent réellement créer des business, créer des emplois un petit peu dans des régions éloignées. Donc, c'est un modèle qui je pense, qui cadrerait parfaitement avec les zones de développement régional en Tunisie. Donc, je ne sais pas si la SFI, peut-être qu'à un certain moment, vous avez été aussi un de leurs partenaires. Donc, est-il possible de reproduire, justement, de pousser de votre côté pour essayer de reproduire ce modèle en Tunisie pour que, réellement, nous, de notre côté, au niveau de la TIC, on était conscients un petit peu de ce modèle-là et que ça pouvait avoir un effet. Donc, même sur les instruments financiers, les nouveaux instruments financiers qu'on a essayé d'introduire, depuis 3 ans déjà qu'on essaye de faire avec les preference shares, stock options, warrants, donc les bandes de souscription d'actions. Mais on a aussi essayé d'introduire donc les royalty-based models. Donc c'est des instruments en fait qui sont basés sur des royalties, là où c'est les modèles de business partners. Donc en fait c'est là où le business, une partie des résultats vont pour racheter en fait la part de l'investisseur financier dans la société. Donc ça facilite un petit peu la reprise de l'affaire par l'entrepreneur. Donc est-il possible que la SFI pousse un peu dans ce sens pour qu'on essaye de reproduire un modèle en fait qui a fonctionné en Afrique? Je pense que c'est 3 ou 4 pays maintenant en Afrique qui ont appliqué ce modèle-là. Malheureusement, bon, pas en Afrique du Nord, mais est-il possible que vous poussiez de votre côté pour que ce modèle soit appliqué en Tunisie? Oui, si déjà le cadre réglementaire le permet, ce qui ne semble pas être le cas. Maintenant, pour le pousser, on pourrait essayer encourager les opérateurs tunisiens à adopter le même modèle déjà. Donc, peut-être les accompagner dans un voyage d'études sur place ou voir quelle a été vraiment la pratique sur place, ou les faire venir ici en Tunisie pour échanger, pour bien comprendre le modèle. Maintenant, je sais que le même modèle... avoir le financement de la SFI pour faire ça Ah, c'est la question. On va étudier la question. Mais par exemple, je sais qu'on a essayé de répliquer le même modèle à Madagascar et que d'une certaine façon, ça n'a pas très bien fonctionné à Madagascar. Je crois que sur le cas de Business Partners, ça a bien fonctionné en Afrique australe, mais je ne sais pas dans quelle mesure ça s'est bien exporté dans d'autres régions. Mais je pense qu'il faudrait effectivement creuser plus avant la possibilité d'importer ce modèle en Tunisie. Donc on va regarder ce qu'on peut faire dans ce domaine. Merci. Une autre question? Juste avant, en fait, sur ce sujet de fonds pays ou de diversification en fait des produits, il y a quelque chose que je me demande en fait, que ce soit en Tunisie ou parce que là on regarde l'industrie du private equity, mais elle a démarré il y a 40 ou 60 ans ailleurs. Donc elle a démarré ailleurs. Et aujourd'hui, si des DFIs ne veulent pas faire de fonds au pays pour des questions de stratégie d'allocation, de changement de mode, à la limite c'est une chose. Mais il y a un moment donné, il faut peut-être que même dans le pays, on se dise ok, quel est le cap, qu'est-ce qu'on veut faire, et faire comme on a fait pour développer d'autres accès à des financements. La bourse, ça n'est qu'une centralisation de plein de gens qui avaient de l'argent pour pouvoir donner à des entrepreneurs. Le private equity, ça n'est qu'une centralisation de plein de gens qui ont de l'argent pour donner aussi à des entrepreneurs. Si on se dit, on veut se concentrer sur des gens qui ont besoin de 5 millions de dinars ou 100 000 dinars, je sais pas. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on y arrive? S'il y a de la demande, s'il y a des clients derrière, c'est aux autorités de mettre en place le système qui permettra à des acteurs qui veulent collecter des fonds pour les donner à ces gens-là. Donc comme ce matin, ça a été évoqué, je pense qu'il faut effectivement, cet après-midi, je crois, dans le premier panel, il faut à un moment donné qu'on se prenne en main. Il
il faut que les gens se disent, ok, si moi je veux développer les PME en Tunisie, je fais en sorte d'avoir des incentives. J'ai été original, créatif dans le passé, et pas forcément pour les bonnes choses. Soyons créatifs cette fois-ci pour l'efficacité du développement des PME et donnons les incentives qu'il faut en discutant et en créant la chose avec les acteurs professionnels du private equity, puisque c'est eux qui vont dire quel est le meilleur moyen, par exemple, de pouvoir toucher ces gens-là et avec quel véhicule. Et ensuite, il faut faire en sorte que tout le monde se mobilise. Et les gens, ça peut être effectivement des particuliers, sauf à ce qu'on décide qu'ils ne sont pas assez avertis pour entrer dans un type de produit. Après, ça peut être des institutionnels qui, au lieu de mettre de l'argent dans certains domaines ou certaines modes de financement, on leur demande d'aller mettre dans le private equity parce que c'est comme ça qu'on développe les entreprises tunisiennes. Donc ça aussi, je pense, sont vraiment des pistes qu'il faut creuser et qu'il faut même aboutir avant même qu'on soit toujours en train de regarder les DFIs, quoi. Oui, tout à fait, Naël, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, c'est les petits porteurs, mais aussi il va falloir organiser les choses parce qu'en général, c'est des gens qui ne sont pas très avertis, mais aussi les institutionnels, parce qu'aujourd'hui, en Tunisie, les institutionnels n'investissent pas dans le private equity, ou bien ceux qui le font, c'est parce qu'il y a cet avantage fiscal. Donc, il faut qu'on dépasse ça et que, d'ailleurs, comme on le disait ce matin, enfin, les assurances, les caisses d'épargne, etc., devraient investir dans le private equity dans d'autres pays tels que le Maroc et la France. On les a obligés à le faire. Donc il va falloir qu'on fasse la même chose aussi en Tunisie pour mobiliser des capitaux et aussi permettre, moi je dirais, s'il y a une autre recommandation, ça serait de permettre aux FCPR ou aux SICAR tunisiennes d'investir aussi en dehors de la Tunisie pour accompagner des sociétés tunisiennes qui veulent devenir régionales. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord que pour pérenniser les PME, PMI qui existent en Tunisie et dans n'importe quel pays, enfin surtout des pays comme la Tunisie où c'est un marché qui est très petit et qui ne permet pas d'assurer la pérennité de tout le tissu industriel, ça serait de leur permettre de permettre à ces SICAR et ces FCPR d'investir une part de leur capital en dehors de la Tunisie pour accompagner les sociétés tunisiennes. Et je sais que des pays comme le Maroc l'ont fait pour dire ces FCPR peuvent financer, ou ces sociétés d'investissement peuvent financer des sociétés marocaines, mais aussi accompagner ces sociétés marocaines sur l'Afrique. Je pense que c'est un programme spécifique à l'Afrique. Et là, nous on parle beaucoup en Tunisie de l'Afrique, etc. Mais je pense qu'il faut passer à l'acte et il faut le faire. Donc, voilà. Une autre question ? Kélim, t'en as pas une deuxième ? Khaled, t'as pas de questions ? C'est sûr. Très bien, donc oui, on a dépassé le temps qui nous a été communiqué, puisque on a dépassé l'heure déjà. Et le prochain panel, alors c'est une discussion. Voilà, c'est M. Radi Meddeb qui est déjà là, et il sera interviewé par un journaliste d'Express FM. Voilà, donc Siwassim Belarbi. Tout d'abord, je remercie donc mon panel. Merci d'avoir échangé et partagé avec nous ces idées. Malheureusement, peut-être qu'on n'a pas pu faire le deuxième tour, mais il y a une deuxième édition l'année prochaine, donc il faut que vous soyez là. J'espère que d'ici là, que ce soit vos fonds ou vos sociétés auraient grandi et se développé pour partager d'autres histoires et d'autres aventures avec nous. Merci beaucoup.